Mesdames, Messieurs, bonjour. L'invité de votre émission Entretien du jour a pour nom Jean-Baptiste Rouyovi. Styliste à Cotonou au Bénin, il s'est lancé dès son plus jeune âge dans la mode et a su créer ses propres modèles. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans son antre, si je peux m'exprimer ainsi. Monsieur Jean-Baptiste Rouyovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre studio. Merci, c'est moi. Alors, je vais vous laisser vous présenter à tous ceux-là qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas. Jean-Baptiste Rouyovi, je suis créateur, couturier créateur, inventeur de tissus les nattés. Je suis béninois. D'accord. Alors, vous avez inventé le tissu natté. Comment vous est venue l'inspiration? Comment vous avez eu cette idée-là? Et bon, il y a des électrochocs. Et on m'a copié en impression. Et j'ai décidé de ne plus travailler avec des tissus imprimés et des tissus d'autres personnes. Et c'est ainsi que je suis parti à Djako, me recréer, et puis j'ai vu le bongo, qui est le tissage de la clôture du Bénin, dans le golfe là. Et puis en réfléchissant à ça, comment je vais mettre ce motif sur le corps des gens, j'ai compris que c'est le golfe du Bénin qui regorge ce motif de vannerie. Et j'ai commencé à chercher à savoir d'où c'est venu cette idée de vannerie et de tissage. Je suis parti à mes études vers toute la côte du Bénin. Et j'ai retrouvé que le oiseau Rinsouvor là, qui est le tisserin, et le halet qui chante, sont des premiers que Dieu a fait, qui sont des natteurs et des tisseurs. Et j'ai commencé à réfléchir sur le concept petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai plus de 6000 variétés de tissus dans ce domaine. Et je crois que vous regardez, vous saurez de quoi je parle. Alors, depuis 2001, vous avez obtenu le brevet d'invention, d'inventeur du tissu natté. Oui, je crois que mon métier de couturier, ajouté à la formule de création de textile, m'a amené vers ce tissu. Mais il a fallu que j'appelle les gens de la protection intellectuelle. C'est eux qui m'ont dit ça mérite un brevet. Et j'ai commencé à rédiger les formulaires pour l'avoir. Et quand on m'a dit, bon, je l'ai eu, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à propager le tissu parce que j'avais caché ça pour qu'on ne me vole pas. Voilà où on en est aujourd'hui et de fil en aiguille, de période en période, les choses changent, évoluent et ça se perfectionne. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs collections. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces collections-là? Oui, bon, mes derniers sont les écailles. Les écailles que je crois vous avez là, qui sont une inspiration sur une tortue et une carapace avec ces formules mosaïques, petits, grands. Je me suis dit, il fallait que mon natté soit là. Et vous avez le tissage en bière. Le tissage en bière qu'on trouve chez les Haoussa et autres là. Il y a le tissage ordinaire que bon, tout le monde utilise à la côte. Il y a les rayés, tout ce que il suffit de voir, il suffit que je me couche et que la chose me dit et je fais mon essai. Et j'ai inventé le métier qui le fait et je me mets à l'essai pour voir le schéma, ce que ça donne. Et j'évolue dans les dégradations de couleurs et tout ce que vous avez comme possibilité. Voilà. Et avec quelle matière est-ce que vous faites ces tissus-là? Aujourd'hui, le natté peut avoir beaucoup de nuances, à part le coton, le végétal. Parce que le végétal se froisse trop. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le végétal, ni le coton, ça peut être de la soie, ça peut être du polyester, ça peut être d'autres matières. Et son aspect luxe, classe et raffiné que je recherche ne doit pas se froisser. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas utiliser si j'installe une unité de fabrication de rubans en soie au Bénin, je vais commencer à faire le natté en soie. Maintenant, la possibilité le natté, c'est deux choses. Il y a son support, qui peut être entièrement coton, qui ne se voit pas.
et le tissage même, qui est le côté extérieur du produit. Et ça peut être en beaucoup de nuances. Si je veux avoir un pourcentage de 65% autre matière et 37% coton, je le fais. Si je veux avoir 57% et 45%, je le fais. Ça dépend de ce que je veux en faire. Parce que les tissailles, par exemple, qui font les chaussures, ce n'est pas la même chose qu'ils font les cravates. Et le support, le poids est différent, la texture est différente. Et pour faire des costumes, ce n'est pas la même chose qui fait les chaussures. Pour faire les robes de soirée ou pour faire les tailleurs de femmes, c'est la même chose. Les tailleurs et les costumes sont presque les mêmes textures. Mais les nuances par rapport à ce que je veux faire, je densifie le produit. Et je lui donne plus de texture, plus de poids, plus de... il y en a de très très raffinés, très soignés et très fins. Et ça prend beaucoup de temps et bon, c'est sûr que ça va être beaucoup plus cher. Est-ce que vos tenues sont à la portée de tout le monde? Non, le luxe ne peut pas à la portée de tout le monde. Qu'on ne cesse de parler de tout le monde, la rareté d'un produit ne peut pas être... C'est pour ça que le produit est cher et que c'est de fait main. Le fait main ne peut pas à la portée de tout le monde. Si je veux industrialiser et mettre ça à la portée de tout le monde, là peut-être des gammes inférieures et mis en industrie pour que ça soit à la portée de tout le monde. Mais sinon, ceux qui recherchent un raffinement qui veut être différent, il y a des cravates de 5 000. Bon, moi, je fais mes cravates au moins à 100 €. Je crois que ce n'est pas un produit pour tout le monde, mais pour être distingué et pour être raffiné à un niveau donné dans cette Afrique aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le produit Naté. Parce que par rapport aux autres textiles qui existent, ils ont fait leur chemin. Mais le Naté, depuis des années, fait son chemin, s'affirme, se bonifie comme du vin. Je crois que je ne veux même pas que ça soit à la portée de tout le monde, sinon ça va devenir un produit vulgaire. Voilà. Alors, je suppose qu'en plus de 40 ans de carrière, vous avez eu à participer à des festivals, vous avez eu à remporter des trophées. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences-là? Je n'aime pas parler de moi-même, parce que je n'aime pas ça du tout, parce que c'est le travail seul qui paye. Je viens de participer au Nigeria au Main Fashion. Il y a pas, c'était le 30 au 4 décembre dernier. Je pense que j'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France, j'ai fait beaucoup de pays. Ce n'est pas parler de moi, recevoir un trophée. Ce que je fais, regardez vous-même. Est-ce que ça court les rues? Est-ce que ça, dans les capitales où on parle de mode? Est-ce que je ne suis pas dans un... Je suis africain, je suis béninois. Je dois travailler pour la beauté et la grandeur de l'âme de mon pays. Et c'est à ça que moi je m'attelle. Je ne cherche pas à remporter un prix, il n'y a pas un concours, je serai premier ou deuxième, non. J'ai fait mon premier salon en 86 à Abidjan, avec les parcours à Ban comme jury et tout ça. Mais je n'ai pas cherché à savoir s'ils me donnent un prix ou non, mais je sais ce qui s'est passé le jour-là. Donc il faut dire que travaillez, vous aurez la récompense. Même après votre mort, votre nom va rester. En vous-même, je peux dire que vous êtes un trésor. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pérenniser tout ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez des personnes à qui vous transmettez votre talent, votre savoir-faire? Alors, ça fait vraiment, j'attendais que l'État fasse, mais j'ai été obligé d'ouvrir une institut international des arts, des métiers de la mode, que j'ai ouvert depuis juin dernier, qui doit recevoir des jeunes. Bon, ici, on a... Au premier jour d'ouverture, on voulait avoir 15, on a eu 8 et les gens commençaient à continuer à s'inscrire. Et l'institut est là, il faut commencer à former des jeunes en stylisme, en modélisme pour 3 ans et des cours de recyclage pour ceux qui veulent, mais surtout pour que dans 5 ans, on ait un vivier de talent. Mais c'est dur et c'est ça que je commence à sentir déjà pour cette rigueur de travail que des jeunes ils n'arrivent pas à prendre mon rythme, ils n'arrivent pas. Mais je fais l'effort parce que c'est le rôle de l'administration, le rôle de l'État
de former comme on forme des médecins, comme on forme des architectes, de former des gens qui vont s'occuper de l'habillement. Et nous, bon, on a un peu de savoir, on commence par donner. J'en ai fait, hein, mais j'ai cessé un peu, mais j'ai repris maintenant. Je pense que d'ici quelques années, je veux qu'on ait des talents, de grands talents dans ce métier. Mais c'est dur, il faut qu'ils se battent. Et j'ai fait l'effort de le faire. On espère que vous allez y arriver. Alors nous sommes presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer, surtout à l'endroit des autorités? Très rapidement. Moi, je n'ai pas de leçon ou d'appel à lancer à quelqu'un. Si quelqu'un veut faire évoluer ton pays, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qui se passe. À moi de leur dire, faites ça, ne faites pas ci. J'ai fait beaucoup de choses. Tout le monde me regarde. Des fois même, je fais peur des gens. Mais si on va habiller un peuple, le peuple va manger, va se soigner, le peuple va se loger. C'est à l'État de décider. Et se vêtir. Le vêtir doit avoir l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire. Pour qu'il y ait des cadres dedans. Si l'État ne fait pas, moi je n'ai pas d'ordre à donner à quelqu'un. Et s'il veut quelque chose, bon, je suis là. Tant mieux. Monsieur Jean-Baptiste Rouyovi, merci pour cet échange. Merci beaucoup. C'est moi. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi.